Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette petite critique. Il s'agit de Blanche-Neige et le Chasseur, un film de 2012 de Rupert Sanders. Un film avec Kirsten Stewart, Charlize Theron et Chris Hemsworth. Un film qui dure 2h07 et un film qui a coûté 170 millions de dollars. Il en a récolté 396 à travers le monde. Alors, de quoi parle ce film? C'est Blanche-Neige qui est emprisonnée par la reine Ravenna et qui va réussir à sortir du château pour lever une armée et vaincre la reine. C'est bien sûr une adaptation, une de plus, du conte de Blanche-Neige et les 7 nains. Et ce qui est très curieux, c'est que ce film est sorti la même année qu'un autre film sur Blanche-Neige, Mirror Mirror, de Tarsem Singh, on va dire Singh, qui est complètement différent, qui est plus comique et ironique, plus grand public, avec Lily Collins, qui est, je trouve, beaucoup plus sexy que Kirsten Stewart dans Blanche-Neige et le Chasseur. Ce film-là de Rupert Sanders est beaucoup plus dans la veine hollywoodienne, avec beaucoup d'action. C'est un film avec aussi un côté glamour assez prononcé. Ces deux films qui sont sortis cette année 2012 sont des revisites du conte, comme je pense il va y en avoir beaucoup ces prochains temps, comme Hansel et Gretel. Ça a l'air d'une belle connerie, mais bon, pour l'instant c'est un filon qu'ils essayent d'exploiter à Hollywood. Mais vraiment ici, c'est le conte avec des aspects de blockbuster. On mêle le fantastique avec des batailles, il y a des créatures, voilà. Il y a des références à des films, bien entendu, comme Willow pour la structure, le scénario. Et curieusement, Princesse Mononoke, avec cet esprit de la forêt. Ça, c'est un moment complètement étrange et vraiment à part dans le film. Et avec des lapins en image de synthèse, parce qu'ils n'avaient même pas assez le cran d'élever des lapins à faire tel ou tel mouvement. Non, ils ont carrément fait des images de synthèse. C'était presque moins cher, je suis sûr. Voilà, là, on voit bien la démesure totale de ce film. Vraiment avec une esthétique vraiment de blockbuster, avec des gros plans en hélicoptère et tout ça. Une direction artistique qui est bien sûr bonne, parce qu'il faut quand même qu'on y croit un petit peu. Donc au niveau des costumes, au niveau des décors, c'est assez bon. Moi, j'avais vraiment apprécié la première scène du film où on a enfin, je crois que j'avais jamais vu ça autrement dans les autres films, et on a enfin des destriers carapassonnés, c'est-à-dire des destriers avec des armures autour des chevaux. Ça, c'est assez spectaculaire. Ça me fait beaucoup penser au Warhammer, bien entendu, mais je trouve ça assez spectaculaire. Je trouve ça bien qu'ils en aient mis sur les chevaux. Alors bien sûr, l'esthétique du blockbuster, l'esthétique du film commercial, une esthétique du spectaculaire, un montage très très dense, une musique épique de James Newton Howard, une caméra très très tremblante qui est très libre. Justement, en étant très libre et en ayant beaucoup d'argent, et ben des fois on se perd dans des petits délires, surtout les passages quand ils sont dans la forêt maudite, la forêt hantée. Là, je trouve qu'il y a des montages qui sont vraiment très discutables. Du fait justement qu'il y a une caméra très libre et qu'on surdécoupe les actions, et bien des fois nous perdons le spectateur. Ça, je trouve un petit peu dommage. C'est bien sûr le premier film de Rupert Sanders. Il avait fait bien sûr avant des publicités, c'est comme ça maintenant pour tous les nouveaux réalisateurs. Il n'y a pas un côté auteur dans la mise en scène, il n'y a pas de choses qui ressortent, qui serait peut-être le fruit de l'imaginaire et de la façon de voir les choses de la part du réalisateur. Bien sûr, c'est son premier film, mais il n'y a rien de très innovant là-dedans. C'est très convenu, voilà, au niveau de la mise en scène. On peut penser peut-être que c'est un bon petit mouton qui suit les ordres de la production. Je pense que c'est un peu ça. Il n'a pas voulu se mettre la production à dos pour faire ce film, et donc il a fait vraiment comme les productions le voulaient, sans trop de délire personnel, voilà. Mais peut-être que s'il continue, on verra des choses ressortir de tous ces films. Mais là, c'est vraiment un film très standardisé, voilà. Le jeu d'acteur est à la hauteur de la fonction du film, c'est-à-dire pas très haut. C'est bien sûr pour qu'on y croit un petit peu, voilà, il y a un côté glamour entre les deux acteurs principaux, mais il n'y a pas un grand jeu d'acteur. Ce qui est plutôt intéressant à voir, c'est le rôle justement de Charlize Theron qui joue là une méchante. Alors là, tout d'un coup, c'est assez intéressant, c'est une méchante. Elle joue, moi je trouvais que c'est le personnage le plus intéressant. Elle sort un petit peu de ses rôles un peu sexy et tout ça. Ouais, elle est très sexy, mais ici, elle a un rôle, voilà, elle veut maintenir son ordre à elle sur toute la contrée et continuer à rester jeune, et des fois ça passe par des crises de nerfs, c'est assez amusant. Et Kirsten Stewart, elle joue à la Twilight, hein, c'est vraiment ça, elle joue, elle a le regard
la façon de bouger, tout ça, c'est exactement comme dans Twilight, avec aussi cette légère ouverture de la bouche qui nous montre un petit peu ses premières dents, très blanches. Ça, c'est quelque chose, chez elle, c'est assez récurrent. Ça lui donne aussi un côté très sexy parce qu'elle est assez bien maquillée quand même dans le film, mais elle fait pas du tout Blanche-Neige. Lily Collins, de ce côté-là, est beaucoup plus Blanche-Neige, mais elle, là, Kristen Stewart, elle fait plus Jeanne d'Arc. Elle a l'air plus paysanne. C'est vraiment pour jouer sur le côté glamour de l'actrice. Mais je trouve que là, le choix pour représenter un personnage aussi important, iconique, fragile que Blanche-Neige, on s'éloigne beaucoup du compte en ayant choisi cette actrice-là. J'ai bien aimé l'apparition de Bob Hopkins en nain, parce que bien sûr il y a les 7 nains, on les voit pas tellement dans les bandes annonces et tout ça, mais si ils sont présents, ils sont un peu anecdotiques, hein, mais parce que bien sûr il y a la romance avec le chasseur qui prend le pas, ce qui est étrange parce que dans le conte le chasseur c'était 5 minutes et puis voilà, mais là le chasseur il suit vraiment la belle et tout ça et l'accompagne dans le combat, donc c'est vrai que c'est un peu perturbant cette variation là entre magie et action et romance, et finalement du fait que ça soit assez convenu et qu'on sait très bien qu'elle va réussir, ben moi je me suis fait un peu chier car il n'y a vraiment aucune réelle surprise esthétique et narrative. Ça c'est un gros, je pense ça c'est un gros bémol, mais bien sûr on va peut-être plus au cinéma pour voir ces films dans l'optique de passer un beau moment, mais on ne cherche pas plus que ça. Si je devais lui mettre une note, c'est toujours un peu bizarre comme ça de donner des notes à des films ou des étoiles, ou je lui mettrais un 11 sur 20 parce que c'est quand même assez divertissant, le côté artistique est bien, mais il n'y a aucune grande surprise. C'est une revisite qui est à mon avis moins bien que Mirror Mirror, mais qui est plus spectaculaire et qui va peut-être inaugurer un nouveau petit courant de revisite de contes à la sauce action sexy, hein, le sexe et violence ça fait vendre, tout le monde sait ça. Ce qui est très marrant, là je vais terminer sur une petite anecdote, mais ce qui est très marrant c'est que le réalisateur de ce film, Rupert Sanders, ben, il a eu une liaison avec Kristen Stewart pendant le film ou juste après le film, pendant la promotion, je sais pas. Et donc ça a un petit peu cassé le mythe de Kristen Stewart et là son chéri Robert Pattinson, bien sûr de Twilight, et du coup c'est un peu mis le bazar, et du coup pour l'actrice elle est un peu mal barrée parce qu'il y a le prochain Twilight qui va sortir et il y a beaucoup de fans qui n'y croient plus du tout à la romance de couple entre les deux personnes. Donc moi je serais vraiment très intéressé de voir comment ils vont régler ce problème, si le film va marcher parce que c'est voilà la fin de toute l'épopée, ou si le film va se latter lamentablement. Et pour le réal qui était marié, qui avait 2 enfants, bah je pense que ça va être un peu mal barré pour la suite de sa carrière. Et ce qu'ils ont fait, c'était assez énorme. C'est que il y avait, voilà, le film avait bien marché, ils avaient prévu une suite avec Kristen Stewart. Et du fait qu'il y ait eu cette liaison complètement grotesque, parce que le réal il a 42 ans et Kristen Stewart elle en a 22 ou 23, donc ils n'ont pas fait une suite mais ils vont faire un spin-off sur le chasseur uniquement. Donc Kristen Stewart est complètement balayée et écartée du projet, mais d'une façon assez radicale. Je trouve ça assez amusant comme Hollywood répond tout de suite au côté people et aux éventuels problèmes ou accidents ou incidents avec les célébrités. Ça c'était assez bien, et je pense que le mec dès qu'il l'avait casté pour le film, il avait déjà envie de se la faire, parce que les premiers plans où on a Kristen Stewart, et ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à 4 pattes. Voilà, et moi j'avais su le problème avant d'avoir vu le film, et là dès les premiers plans je me suis dit ah ouais d'accord, mais elle a 4 pattes quoi, elle veut se faire embrocher par derrière. Non mais c'est ça, c'est vachement angoissant, et comme ça quand on sait la chose et qu'on regarde le film, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui font écho à justement ce problème là avec le réalisateur et l'actrice principale, avec le début où t'as la reine qui prend la place de l'autre, donc Kristen Stewart qui prend la place de la femme du réalisateur. Voilà, c'est super amusant. Donc voilà, c'était le côté people. Moi je suis pas trop ça, mais pour le coup c'est vrai que ça donne peut-être quelques pistes intéressantes pour avoir une lecture du film. J'espère que cette critique vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et bien sûr pour de nouvelles analyses. Allez, salut!